L'ouragan Milton est sur le point de frapper la côte ouest de la Floride avec des vents allant jusqu'à 260 km/h, classé en catégorie 4. Il menace de devenir l'un des événements climatiques les plus dévastateurs de l'année. L'impact pourrait provoquer des inondations catastrophiques et des dommages sévères dans une région vulnérable et densément peuplée. La Floride, connue pour ses belles plages et son climat ensoleillé, est également l'un des États les plus vulnérables aux ouragans aux États-Unis. Chaque année, des tempêtes puissantes frappent ses côtes, apportant des vents violents et des inondations dévastatrices. En 2022, l'ouragan Ian a montré à quel point un ouragan peut être dévastateur. Nous avons vu des communautés entières être inondées et des millions de personnes privées d'électricité. Cette fois-ci, l'ouragan Milton menace de répéter, voire de surpasser, l'impact des tempêtes précédentes. Avec des vents atteignant jusqu'à 260 km/h et une trajectoire pointant directement vers la côte ouest centrale de la Floride, le danger est bien réel. L'angle d'arrivée de Milton est particulièrement préoccupant. Contrairement à d'autres tempêtes qui ont dévié, cet ouragan menace des zones critiques, où les inondations pourraient être catastrophiques. Des milliers de familles se préparent, mais le temps est compté. L'ouragan Milton représente une menace historique, et tous les habitants de la région doivent suivre attentivement les instructions des autorités. Cela pourrait être l'un des ouragans les plus dévastateurs de la dernière décennie. Dans cette vidéo, nous allons explorer tout ce que vous devez savoir sur l'ouragan Milton, son origine, les impacts attendus et comment se préparer à cette tempête historique. Tout a commencé dans l'Atlantique, où les eaux chaudes et les conditions atmosphériques favorables ont donné naissance à l'ouragan Milton. Depuis, il a gagné en force et s'est rapidement intensifié. En moins de 24 heures, Milton est passé d'une simple tempête tropicale à un ouragan de catégorie 1. Avec des vents de plus en plus puissants, il a continué à se nourrir des eaux chaudes du golfe du Mexique. Ce qui rend Milton si puissant, c'est la combinaison de températures élevées à la surface de la mer et de faibles interférences des vents de cisaillement, qui affaibliraient normalement la tempête. Avec une trajectoire dirigée directement vers la côte ouest de la Floride, Milton devient une menace imminente. Les météorologues avertissent déjà que l'impact sera significatif, notamment en raison de la force et de l'angle d'entrée. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Les prévisions indiquent que Milton conservera sa force en se dirigeant vers la côte. Préparez-vous à un événement historique qui pourrait redéfinir la manière dont la Floride gère les ouragans. Selon les experts, l'intensité et la rapidité avec lesquelles Milton s'est formé sont surprenantes. L'ouragan Milton est resté éloigné de la côte de la péninsule du Yucatan, au Mexique, tôt le mardi matin. Le Centre national des ouragans a rapporté à 11 h mardi que l'ouragan Milton se trouvait à environ 837 km au sud-ouest de Tampa, avec des vents maximum soutenus de 241 km/h. Il se déplaçait vers Lenoray à une vitesse de 14 km/h. Le centre des ouragans a signalé que des lignes électriques, des poteaux d'éclairage et des arbres avaient été abattus près de la côte, et que certaines petites structures avec des toits de chaume avaient été détruites, selon le gouverneur du Yucatan, Joaquim Diaz-Mina. Cependant, il n'a signalé ni mort ni blessé. L'ouragan a été classé comme une tempête de catégorie 4 en fin de matinée mardi, selon le centre. Un avis de houle a été étendu vers le sud le long de la côte est de la Floride jusqu'à Port Canaveral. Toute la côte du golfe de Floride était particulièrement vulnérable à la houle, les météorologues avertissant d'une houle possible de 2,4 à 3,7 mètres dans la baie de Tampa, la plus élevée jamais prévue pour cet endroit et presque le double des niveaux atteints 2 semaines auparavant lors de l'ouragan Helen. La tempête pourrait également causer des inondations généralisées, avec des prévisions de 127 à 254 mm de pluie pour le continent floridien et les Keys, et jusqu'à 381 mm dans certaines zones. Alors que Milton progressait dans le golfe du Mexique, son œil, le centre de l'ouragan, a continué de s'élargir, indiquant qu'il gagnait encore plus d'énergie et d'intensité. Le golfe du Mexique, avec ses eaux chaudes, a servi de véritable carburant pour des ouragans comme Milton. Il se nourrissait de ces eaux, gagnant en puissance et augmentant son potentiel de destruction. Les météorologues ont utilisé les modèles de prévision les plus avancés pour calculer la trajectoire exacte de Milton. Bien qu'il ne soit pas possible de prévoir avec une précision de 100% où il toucherait terre, les prévisions indiquaient que la côte ouest de la Floride serait la cible principale. La combinaison de vents violents et d'une possible montée rapide des marées pourrait provoquer une tempête dévastatrice le long de la côte. Milton n'était pas seulement un ouragan. Il représentait une menace qui nécessitait une préparation totale.
Avec la trajectoire et la force de Milton se confirmant, il était crucial que tout le monde se prépare à l'impact. Maintenant, voyons comment la Floride s'est mobilisée pour faire face à cette menace imminente. À mesure que l'ouragan Milton approchait, les autorités locales le long de la côte ouest de la Floride ont pris des mesures d'urgence. Des ordres d'évacuation ont été émis pour les zones à haut risque, et des équipes de secours ont été mobilisées pour garantir la sécurité de tous. Des milliers de résidents ont quitté les zones côtières et se sont dirigés vers des abris plus sûrs, suivant les instructions des autorités. Avec l'arrivée imminente de Milton, chaque minute comptait. Pour ceux qui ont choisi de rester chez eux, les préparatifs ont été intenses. Les habitants ont protégé leurs maisons avec des planches de bois et des sacs de sable, tandis que d'autres ont stocké des aliments et des fournitures essentielles. La Floride a préparé des dizaines d'abris pour accueillir ceux qui avaient besoin d'un endroit sûr pendant le passage de l'ouragan. Les centres communautaires et les écoles ont été transformés en refuges temporaires, prêts à recevoir les familles déplacées. Les équipes de secours se sont préparées au pire. Des véhicules d'urgence, des bateaux et des hélicoptères ont été positionnés stratégiquement pour garantir que les secouristes puissent accéder aux zones inondées et secourir ceux qui en avaient besoin. Entre les évacuations et les préparatifs, les habitants ont partagé leurs préoccupations et leurs espoirs. Nous essayons de faire le maximum pour protéger notre maison, a déclaré un résident. Mais nous sommes prêts à évacuer si nécessaire. À l'approche de l'impact prévu, des alertes d'urgence ont continué d'être diffusées. Les autorités ont demandé à tous de suivre les directives pour éviter les tragédies. La préparation était essentielle, mais le temps s'épuisait. The categories, it's this system that is going to be a monster storm. We want to be safe and prepared this time with the sandbags. Like I said, we never knew that the surge was going to be so high, and it could be high again. I usually have 20 or 30 gallons in my shed. I'm always prepared for because you never know. Dans un reportage de NBC News, la journaliste Marissa se trouve au milieu de la circulation, observant le mouvement alors que les habitants tentent de quitter la zone. En direct de Saint-Pétersbourg, elle relate ce qu'elle voit et décrit la situation des routes et des évacuations. Marissa explique qu'un grand nombre de personnes quittent Saint-Pétersbourg, où elle a passé les dernières heures avec son équipe. Elle précise qu'elle ne conduit pas. C'est son producteur Aaron qui est au volant, tandis qu'elle, assise sur le siège passager, rapporte ce qu'elle observe. La fenêtre ouverte, Marissa commente qu'il y a un flux constant de voitures. Elle mentionne que son téléphone reçoit des alertes concernant l'avis d'ouragan et les évacuations obligatoires dans les zones A, B et C. Marissa a récemment contacté le service des pompiers et de secours de Saint-Pétersbourg pour obtenir des informations sur l'historique des évacuations dans la zone C. Ils lui ont dit que, selon leurs souvenirs, il n'y avait pas eu d'évacuation dans la zone C depuis l'ouragan Irma en 2017. Sur place, Marissa observe que de nombreuses personnes prennent cette tempête plus au sérieux que tout autre ouragan qu'elles ont affronté. Elle partage son expérience de plusieurs années à couvrir des ouragans à Tampa pour NBC et affirme n'avoir jamais vu autant de sérieux de la part des habitants. Elle rapporte l'inquiétude des gens face à la possibilité que la chance qu'ils ont eue au cours des 100 dernières années s'épuise, notamment avec la houle dangereuse prévue et la menace que représentent les vents pour les communautés vulnérables de la région, remplies de débris. Face aux paroles des experts, le sentiment d'urgence est réel. Cette tempête pourrait être la pire que la majorité des personnes vivant dans la région de Tampa Bay ait jamais vue. Marissa conclut en informant qu'elle continuera à mettre à jour les téléspectateurs tant qu'elle restera en sécurité sur le siège passager. Elle remercie le public et rappelle qu'il est possible de suivre les dernières nouvelles et les histoires importantes via l'application NBC News ou sur les réseaux sociaux. Le chef de la police de Tampa, Lee Burka, a parlé à ABC News de la situation critique que son équipe et la communauté affrontent alors que l'ouragan Milton approche. Il a mentionné que, au cours des 2 derniers jours et demi, les autorités locales ont mené la plus grande évacuation que Tampa ait jamais vue en ses 53 ans de vie. Selon Burka, il s'agit de la plus grande tempête du siècle et plus de 1000 agents sont mobilisés, avec le soutien de la garde côtière, du bureau du shérif local, ainsi que des gouvernements d'État et fédéral. La région de la baie de Tampa compte environ 3 millions d'habitants,
tandis que la ville de Tampa a environ un demi-million de personnes. Le plan d'évacuation vise à évacuer environ 200 000 personnes des zones à haut risque, et les embouteillages sur les routes montrent que beaucoup suivent les consignes. Burqa a raconté un cas spécifique, survenu mardi matin, où il a rencontré une dame âgée dans la péninsule de South Tampa qui refusait d'évacuer. Elle avait gonflé un dispositif de flottaison et prévoyait de flotter dans sa maison. Heureusement, l'équipe a pu la faire évacuer, mais Burqa a souligné qu'il y a probablement d'autres personnes dans le même cas, et que les agents se concentrent sur les communautés les plus vulnérables pour aider à l'évacuation. Le chef de la police a souligné qu'avec l'augmentation de la vitesse des vents, ils approchent du point où il sera impossible de continuer à répondre aux appels de secours. Burqa a expliqué qu'il ne peut, en conscience, mettre ses agents en danger lorsque les conditions deviendront dangereuses, car ils doivent être prêts pour les opérations de sauvetage et de récupération après la tempête. Lorsqu'on lui a demandé comment il prend cette décision difficile, Burqa a reconnu que c'est un défi immense. Il a dit que son travail est de rassurer les gens, mais que, dans une situation aussi rare et grave que celle-ci, il ne peut garantir la sécurité de ceux qui n'ont pas suivi les avertissements d'évacuation. Enfin, Burqa a souligné que le message le plus important pour les habitants est de se mettre à l'abri, de rester en sécurité et de ne pas quitter leur domicile jusqu'à ce qu'ils soient sûrs de sortir. Il a averti que des fils électriques tombés et d'autres dangers peuvent causer des accidents supplémentaires si les gens sortent de chez eux avant le bon moment. Les ouragans, ces géants de la nature, sont classés sur une échelle allant de 1 à 5, basée sur la vitesse des vents. Lorsque nous parlons d'un ouragan de catégorie 4, comme Milton, nous parlons d'un véritable colosse, capable de causer des destructions massives. Imaginez des toits arrachés, des arbres entiers renversés comme des allumettes, c'est la force d'un ouragan de cette magnitude. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces ouragans de haute catégorie ne sont pas seulement une menace pour les structures physiques. Ils affectent tout ce qui les entoure, de la faune aux routines quotidiennes des gens. Les évacuations deviennent inévitables, et la peur de faire face à cette force de la nature est bien réelle. Mais, aussi incroyable que cela puisse paraître, comprendre ce qui nous attend nous met déjà quelques pas en avance pour mieux nous préparer. Et en parlant de comprendre, avez-vous déjà entendu parler de l'échelle qui mesure cette puissance ? L'échelle de Saffir-Simpson est l'outil que les météorologistes utilisent pour mesurer l'intensité des ouragans. Imaginez une règle qui ne mesure pas des centimètres, mais des vents en furie. Lorsqu'un ouragan atteint le niveau 4, comme Milton, il affiche des vents allant de 210 à 251 km/h, oui, suffisant pour transformer des bâtiments en décombres et transformer des rues en rivières en quelques minutes. Cette échelle est bien plus que des chiffres, elle est une prévision de la dévastation à venir. Lorsqu'on entend parler d'un ouragan de catégorie 4, on sait déjà que la priorité est de protéger des vies et des biens, car les dégâts seront importants. Un ouragan est comme une machine complexe de la nature, où chaque pièce joue un rôle crucial. Au centre, on trouve l'œil, un point de calme au milieu du chaos, comme le souffle d'un géant en furie. Autour, le mur de l'œil apporte les vents les plus intenses, ceux qui peuvent renverser des structures entières en quelques secondes. Et ce n'est pas tout, les bandes de pluie, qui s'étendent sur des kilomètres, répandent des tempêtes là où elles passent, augmentant la destruction. Visualiser cette structure aide à comprendre pourquoi des ouragans comme Milton sont si imprévisibles et dangereux. Pour qu'un ouragan comme Milton gagne en intensité, il faut plus que du vent et de la pluie. Il a besoin de carburant, et ce carburant provient des eaux chaudes. Dans le cas de Milton, la température élevée des eaux du golfe du Mexique a agi comme une véritable batterie, fournissant l'énergie nécessaire pour qu'il grandisse et se renforce. C'est comme si la nature rechargeait la puissance de l'ouragan à chaque instant, le rendant de plus en plus dangereux. Mais ce ne sont pas seulement les eaux qui font la différence. D'autres facteurs, comme la pression atmosphérique et l'humidité de l'air, contribuent également à cette intensification. C'est un véritable jeu de force, et lorsque toutes ces conditions s'alignent, l'ouragan se transforme en un phénomène presque imparable. Maintenant, si vous pensez que c'est tout ce qui compte, il y a un autre détail important qui peut influencer directement la force d'un ouragan, et il est dans l'air. Les vents de cisaillement sont comme des mains invisibles qui agissent à différentes altitudes, essayant de démanteler la structure d'un ouragan. Dans de nombreux cas, ils parviennent à affaiblir ces tempêtes en coupant leurs couches et en dispersant l'énergie accumulée. Mais, dans le cas de l'ouragan Milton, ces vents étaient minimaux, ce qui lui a permis de maintenir sa force et de continuer à s'intensifier sans grands obstacles.
C'était comme si la nature avait donné un passage libre à l'ouragan pour suivre son cours. Cet effet, ou son absence, est crucial pour comprendre pourquoi certains ouragans deviennent dévastateurs, tandis que d'autres perdent de leur intensité en cours de route. C'est un véritable équilibre entre des forces qui, lorsqu'elles penchent d'un côté, comme maintenant, augmentent le risque pour les régions touchées. Et s'il y a quelque chose qui contribue à renforcer ces ouragans ces dernières années, c'est ce dont nous allons parler, l'influence du changement climatique. Ces dernières années, le changement climatique s'est révélé être un facteur déterminant dans l'intensification des ouragans. Avec le réchauffement des océans, des tempêtes comme l'ouragan Milton trouvent des conditions idéales pour croître rapidement, prenant par surprise des communautés entières. La chaleur accumulée dans les eaux agit comme une source d'énergie inépuisable, transformant les ouragans en monstres capables de dévaster des villes en quelques heures. C'est presque comme si chaque degré supplémentaire dans les eaux était un coup de pouce pour que ces tempêtes atteignent des niveaux jamais vus auparavant. Et cette réalité pose un défi immense. Prévoir et se préparer à ces phénomènes qui deviennent de plus en plus imprévisibles chaque année. L'impact du changement climatique n'est pas seulement une question d'avenir. Il est déjà présent et influence directement l'intensité des ouragans. Et si vous pensez que Milton est le seul exemple, il y a d'autres événements qui ont marqué l'histoire, montrant comment la force de ces tempêtes peut être dévastatrice. Si l'on remonte dans le temps, des ouragans comme Irma, en 2017, et Andrew, en 1992, ont également laissé une traînée de destruction et marqué l'histoire. La différence, c'est que, alors que ces événements ont causé des dégâts prévisibles, Milton se distingue par sa trajectoire unique et son potentiel de provoquer des inondations encore plus sévères. Les leçons du passé nous aident à comprendre comment ces phénomènes peuvent se comporter, mais chaque ouragan est une nouvelle histoire. Pour prévoir la trajectoire et l'intensité d'un ouragan comme Milton, les météorologues utilisent une combinaison sophistiquée de modèles informatiques. Ces modèles analysent les conditions atmosphériques et océaniques en temps réel, simulant le comportement de l'ouragan en se basant sur des données historiques et actuelles. C'est comme s'ils assemblaient un puzzle géant, pièce par pièce, pour anticiper chaque mouvement de la tempête. Cela leur permet de tracer des scénarios possibles et d'avertir les communautés afin qu'elles se préparent à l'avance. Ces systèmes sont essentiels pour réduire l'impact et sauver des vies, mais, comme tout processus complexe, ils ne sont pas toujours précis. De petites variations dans les conditions atmosphériques, comme un vent de cisaillement inattendu ou un changement soudain de température de l'eau, peuvent modifier toute la trajectoire prévue. Avec toutes ces informations, il ne restait plus qu'à espérer que Milton suivrait le chemin le moins destructeur. Just an incredible hurricane. It has dropped It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific. Selon NBC News, cette tempête dévastatrice a atteint la côte le 9 octobre, vers 20h30, en tant qu'ouragan de catégorie 3, près de Siestaki, à proximité de Sarasota. La tempête a provoqué des inondations généralisées et laissé des millions de personnes sans électricité dans tout l'État, affectant sévèrement les comtés côtiers. L'un des moments les plus marquants a été la destruction complète du toit du Tropicana Field, stade de l'équipe de baseball des Tampa Bay Rays, par les vents violents. De plus, la tempête a engendré plusieurs tornades qui ont touché le sol avant même que Milton n'atteigne la côte.
La situation était si grave que la FEMA a rapporté que plus de 70 000 personnes ont cherché refuge dans des installations gouvernementales pendant la nuit, suite aux ordres d'évacuation dans environ la moitié des comtés de l'État. Le correspondant national principal de NBC News, Tom Yama, est resté à Sarasota pour fournir plus de détails sur les impacts de l'ouragan. Dans sa retransmission en direct, il a rapporté que le soleil commençait à se lever et qu'il pouvait enfin évaluer les dégâts. Derrière lui, on pouvait voir des vitres brisées d'immeubles et des bâtiments aux fenêtres éclatées. Il a décrit la présence d'équipes de secours qui nettoyaient les rues, mais a averti que le danger était encore présent en raison des débris éparpillés. Tom a expliqué que toute la zone où il se trouvait avait été submergée la veille, avec un niveau d'eau atteignant 4 à 5 pieds. Il a également mentionné que de nombreux compteurs avaient été détruits lors du passage de l'ouragan, qui avait apporté des vents de plus de 160 km/h pendant des heures. Malgré les difficultés, lui et son équipe ont réussi à transmettre en toute sécurité depuis un garage en béton. Au cours de la couverture, Yama a rapporté que les dégâts les plus graves semblaient avoir été causés par les tornades qui ont touché différentes parties de l'État. À Tampa, par exemple, une grande opération de sauvetage a eu lieu après qu'un arbre soit tombé sur une maison avec une famille à l'intérieur. Dans d'autres régions, comme le comté de St. Lucie, les équipes d'urgence travaillaient pour évaluer les dégâts causés par plusieurs tornades. Selon NBC News, le nombre de tornades associées à l'ouragan Milton est le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire de l'État, avec plus de 100 alertes de tornades. De nombreux habitants ont été pris par surprise, car ils étaient préparés pour un ouragan, mais ne s'attendaient pas à un tel nombre de tornades. Tom Yama a souligné que ces tornades peuvent être tout aussi puissantes, voire plus, que les ouragans eux-mêmes, et qu'il est pratiquement impossible de leur échapper. Les maires et les autorités de plusieurs villes de Floride ont demandé à la population de rester chez elles, car il était encore très dangereux de sortir en raison des risques de nouvelles tornades et des débris dispersés. Il s'agissait d'un reportage de CBS News, où le présentateur a affirmé que sur les deux côtes de la Floride, tout le monde fait face aux conséquences de l'ouragan Milton ou aux pluies et inondations encore en cours. La fréquence et l'intensité croissante de tempêtes comme Milton et Helen amènent de nombreuses personnes à repenser leur choix de lieu de résidence. Des régions qui étaient autrefois considérées comme à l'abri des catastrophes naturelles se révèlent maintenant plus vulnérables aux conditions climatiques sévères. Les scientifiques insistent sur le fait que le changement climatique est un facteur important dans l'augmentation des tempêtes puissantes et des conditions extrêmes. Le professeur Jesse Keenan, spécialiste en urbanisme de l'université Tulane, a été interviewé par ABC News pour discuter de cette situation, en direct de Philadelphie. Keenan a commenté la lassitude des gens face aux tempêtes. Il a souligné que, bien qu'il soit attendu que la Floride soit confrontée à des ouragans, même dans des endroits où les gens ont déménagé pour éviter les effets du changement climatique, comme les Carolines, il existe encore des vulnérabilités. Il a expliqué le concept de zones émettrices et réceptrices. Il existe aux États-Unis des lieux où les habitants sont confrontés à des risques ou à des pertes réelles causées par des tempêtes, des événements extrêmes, des incendies de forêt, des glissements de terrain et des inondations. En plus des coûts directs, il y a aussi des coûts financiers indirects, tels que ceux liés au marché des assurances, qui exercent une forte pression, surtout compte tenu des coûts déjà élevés de l'énergie, des services publics et du logement abordable. Keenan a observé que le climat est désormais l'un des nombreux facteurs qui influencent les décisions des gens concernant leur lieu de vie. Il a mentionné que, bien qu'il ne soit pas possible d'échapper totalement aux impacts du changement climatique, car il se manifeste dans tous les États-Unis, certains endroits sont touchés plus fréquemment et ont des coûts économiques plus élevés associés. Il a souligné que la côte du Golfe, la Floride et les Carolines voient des gens quitter ces zones en raison de ces difficultés, bien qu'il n'y ait pas encore de données claires sur l'ampleur et la rapidité de ce mouvement. Cependant, des preuves suggèrent que les gens préfèrent des climats plus modérés, moins humides, avec des coûts d'assurance et de loyers plus bas, cherchant des lieux en dehors des zones à risque d'inondation. Sur la base des analyses et des graphiques présentés, Keenan a mentionné que des personnes se déplacent vers les Carolines et le Texas, en provenance de lieux comme la Californie, et que Tampa a été l'une des villes à la croissance la plus rapide du pays. Considérant les questions de taux d'assurance plus bas et d'autres facteurs, il a discuté des endroits où les gens devraient envisager de déménager s'ils souhaitent éviter les effets généralisés du changement climatique. Keenan a insisté sur le fait que, bien qu'il ne soit pas possible d'éviter complètement ces impacts, la plupart des démographes et économistes estiment que les mouvements seront en grande partie locaux ou intermunicipaux, avec des gens se déplaçant vers des zones de risque relativement moindres au sein de leur propre région, lorsque cela est financièrement possible.
Il a souligné que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens financiers de déménager et se retrouvent coincées dans des zones à haut risque. Keenan a également commenté la tendance de migration vers le Sun Belt, qui commence à diminuer. Historiquement, les gens valorisaient le climat ensoleillé, mais ces considérations sont désormais statistiquement insignifiantes. Il a expliqué que la croissance de la région était principalement due à un logement plus abordable. Cependant, avec l'augmentation des coûts du logement, en partie à cause des assurances dans des endroits comme la Floride, la valeur réelle de déménager vers le Sun Belt diminue rapidement. Keenan a conclu en observant que des villes comme Phoenix, qui ont connu une croissance significative au fil des décennies, pourraient adopter une nouvelle dynamique. Il a remercié l'opportunité de parler du sujet et a souligné l'importance de prendre en compte ces facteurs dans des moments comme celui-ci. Il s'agissait d'un reportage de NBC News qui montrait l'état de la ville après le passage de l'ouragan. Cette nuit-là, l'ouragan Milton avait laissé un sillage de destruction à Minnesota, l'une des zones les plus touchées. Des maisons ont été arrachées de leurs fondations et poussées au loin, laissant des débris partout. Les dégâts le long de la côte déjà fragilisée du golfe de Floride ont été étendus, mais heureusement, pas aussi catastrophiques qu'on le craignait initialement. Bien que la tempête ait été significative, elle n'a pas représenté le pire scénario possible. Au moins 12 personnes ont perdu la vie, et des millions de foyers et d'entreprises ont été privés d'électricité sur la côte est de la Floride. Une série de tornades meurtrières avait détruit des bâtiments et ravagé des quartiers entiers. À Saint-Pétersbourg, les vents violents de Milton ont provoqué l'effondrement d'une grue, qui est tombée sur un immeuble de bureaux au Tropicana Field, stade des Tampa Bay Rays. Le vaste toit en toile a été déchiré en morceaux sur le terrain. Le site servait de base pour les équipes d'intervention avant la tempête, et environ 14 personnes s'y trouvaient au moment de l'effondrement, mais toutes ont été mises en sécurité. La tempête a retourné des bateaux et abattu des arbres sur des maisons. Un habitant a rapporté avoir entendu un bruit strident, être sorti et avoir vu une branche tomber dans son jardin. Milton, en tant qu'ouragan de catégorie 3, avait touché terre près de Sarasota la veille au soir, déversant environ 45 cm de pluie dans certaines zones et apportant des vents de 160 km/h, arrachant des toits et projetant des débris dans les airs, provoquant des explosions de transformateurs et des incendies. La marée de tempête a inondé des quartiers de Tampa, et la police a secouru 15 personnes d'une maison de plein pied, dont plusieurs enfants. Des centaines d'autres sauvetages ont eu lieu ce jour-là, y compris celui d'un adolescent de 15 ans retrouvé flottant parmi les débris. Une équipe en hélicoptère de la garde côtière a secouru un homme dont l'embarcation était inutilisable dans l'eau. Il s'accrochait à une glacière. Le journaliste de NBC, Chase Kane, se trouvait à Daytona Beach, où le shérif du comté de Volusia a utilisé des unités maritimes équipées de bateaux à moteur pour évacuer les habitants en toute sécurité, car la pluie était tombée rapidement, accumulant plus de 38 cm et isolant des communautés entières, piégeant des gens chez eux. Kane a rencontré le chef des pompiers du comté de Sarasota et s'est rendu avec lui à Siesta Key, l'île barrière où Milton a touché terre. Ensemble, ils sont retournés sur les lieux pour la première fois depuis la tempête. En entrant sur l'île, ils ont trouvé des arbres tombés et des rues inondées. Interrogé sur l'étendue des inondations dans la région, le chef des pompiers a expliqué qu'au fur et à mesure qu'il avançait vers le nord des îles, où l'altitude était plus basse, la profondeur de l'eau devenait plus importante. Le chef a poussé un soupir de soulagement en constatant que Siesta Key avait été largement épargné. En traversant des quartiers inondés et en voyant les arbres abattus, il a commenté que les prévisions et la planification n'avaient pas correspondu aux attentes, ce qui, pour lui, était un soulagement. Cependant, il a souligné que, pour les résidents et les entrepreneurs de la région, l'impact avait été significatif, bien qu'il aurait pu être bien pire. La chance ne doit pas être confondue avec l'absence de dégâts. C'était à Siesta Key que l'œil de la tempête avait touché terre pour la première fois. Beaucoup de maisons de cette communauté étaient complètement entourées d'eau, même des heures après que l'ouragan eut touché terre. Cette nuit-là, Milton avait quitté la côte du Golfe, mais de nombreuses personnes commençaient seulement le difficile travail de nettoyage après une grande tempête, pour la deuxième fois en moins de 2 semaines.
Après l'ouragan Milton, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Préparer un kit d'urgence peut sembler simple, mais c'est un véritable sauveur. Imaginez avoir à portée de main des lampes de poche, des piles supplémentaires, de l'eau potable et des aliments non périssables pour rester prêt pendant que l'ouragan passe. De plus, une radio portable est essentielle pour rester informé des nouvelles et des alertes en temps réel. Si vous avez des enfants, pensez à inclure des jouets et des collations qu'ils aiment, pour maintenir le calme et un sentiment de sécurité. Ah, et n'oubliez pas de mettre les documents importants dans un sac en plastique étanche. En effet, garantir que tout est protégé peut éviter des tracas plus importants par la suite. Maintenant que le kit est prêt, il est temps de penser à protéger ce qui vous entoure. Si vous choisissez de rester chez vous, il est essentiel de transformer l'espace en un véritable refuge sûr. Cela signifie renforcer les fenêtres et les portes avec des planches de bois, comme si vous construisiez une forteresse contre les vents. Pensez Y comme un investissement dans votre bien-être et la protection de vos biens les plus précieux. Placez des objets de valeur, comme des appareils électroniques et des documents importants, sur des étagères en hauteur est une stratégie simple mais efficace pour éviter les dommages causés par les inondations. Un autre conseil est de couper l'électricité et le gaz avant que l'ouragan n'arrive, afin d'éviter les courts-circuits et autres accidents qui peuvent survenir de manière inattendue. Si vous avez le temps, videz les caniveaux et les gouttières pour assurer que l'eau puisse s'écouler sans compromettre la structure. Maintenant que tout est correctement protégé, il est temps de penser à l'étape suivante, assurer la sécurité et le bien-être de ceux qui partagent votre toit. Un plan familial est comme une carte au trésor. Savoir où aller et quoi faire fait toute la différence lorsque la tempête arrive. Avant que Milton ne frappe à la porte, tout le monde doit savoir où se mettre en sécurité, peut-être chez un ami ou même dans un abri désigné par les autorités. Avoir un point de rendez-vous bien défini aide à éviter la confusion et garantit que tout le monde reste ensemble et protégé. De plus, il est important d'avoir des itinéraires d'évacuation bien définis, en tenant compte de différents scénarios. Parfois, la route principale peut ne pas être le meilleur choix, il est donc utile de connaître des chemins alternatifs pour éviter le danger. Un conseil précieux, gardez toujours le réservoir de votre voiture plein et un kit d'urgence portable à portée de main, afin que tout changement de plan puisse être exécuté sans panique. Maintenant que le plan est établi, voyons comment agir pendant la tempête elle-même. Lorsque l'ouragan est en cours, le meilleur endroit est une pièce sans fenêtre, de préférence au centre de la maison. C'est là que la protection contre les vents et les débris est la plus efficace, comme un refuge au sein même de votre foyer. Garder les appareils chargés est également crucial. En effet, un appel ou un message peut faire la différence entre recevoir rapidement de l'aide ou se retrouver sans information importante. Évitez de vous approcher des fenêtres et des portes. Même si la tentation de regarder est forte, la sécurité doit toujours passer en premier. Si l'alimentation électrique est coupée, utilisez des lampes de poche plutôt que des bougies est plus sûr pour éviter les risques d'incendie. Gardez de la nourriture et de l'eau potable à portée de main, pour garantir que tout le monde reste hydraté et nourri pendant les moments critiques. Et n'oubliez pas, la patience est une ressource précieuse en de telles circonstances. Maintenant que nous savons comment agir pendant la tempête, il est important de comprendre ce qu'il faut faire une fois que tout est passé. Après la tempête, la première règle est la prudence. En sortant de chez vous, il est essentiel d'observer les environs, éviter les zones inondées et les branches tombées, car elles peuvent cacher des dangers comme des fils électriques détachés ou des trous recouverts par l'eau. Attendez que les autorités donnent le feu vert avant d'explorer toute zone affectée. Ainsi, vous assurez que le retour est vraiment sécurisé. Rappelez-vous, la précipitation est l'ennemi de la sécurité dans ces moments. Vérifiez s'il y a des dommages structurels à votre maison avant d'y entrer à nouveau. Si vous remarquez quelque chose de suspect, comme des fissures ou des infiltrations, mieux vaut attendre un spécialiste. De plus, gardez le contact avec vos voisins, en vous aidant mutuellement à vous relever après le choc. Il est toujours bon d'être prêt pour l'imprévu, et maintenant que la tempête est passée, l'objectif est la récupération et la planification de l'avenir. En période de tempête, la préparation est le véritable bouclier contre le chaos. Monter un kit d'urgence, protéger la maison et planifier des itinéraires d'évacuation sont des étapes qui garantissent la sécurité et la tranquillité de la famille. Suivre les directives des autorités et se tenir informé par le biais de sources officielles sont des pratiques qui font toute la différence pour éviter les surprises. Avec toutes ces étapes accomplies, le sentiment de sécurité augmente, et même lorsque le pire semble passer, il est important de rester vigilant. Savoir comment réagir pendant et après la tempête met tout le monde en position d'avantage, garantissant un retour à la normale le plus rapidement possible. Au final, l'essentiel est d'avoir toujours un coup d'avance, en prenant soin de soi et des siens, pour que l'avenir soit plus serein et plus sûr. Après avoir tant parlé de tempête et de préparation,
Il est temps de se détendre un peu, n'est-ce pas? Et quoi de mieux que de s'échapper, même virtuellement, dans un monde de confort et de luxe sur roue? Jetez un coup d'œil à notre vidéo sur les camping-cars les plus chers jamais produits. De quoi donner envie à tout le monde de prendre la route et d'oublier les soucis.